Hello, j'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui le 7 novembre 2024, il est 4h45. Et bon, j'ai pas pris l'avion aujourd'hui, enfin hier, en l'occurrence, pour ceux qui ont vu la vidéo de ce début de semaine. Je crois que j'ai dû la poster lundi ou mardi. Mais voilà ce qui a été initié. Mardi, ça a été même été initié à partir de mercredi 16 octobre. On a eu un retest ici de cette zone et ensuite on est parti de façon très impulsive, notamment avec, cet événement macroéconomique qui est majeur, qui est celui des élections américaines, et où Trump a été élu. Donc, c'est évidemment pas le lieu pour m'exprimer sur cette nouvelle. C'est pas du tout mon propos. Là, moi, je ne fais que constater l'action du prix suite à cet événement et à ce que les opérateurs de marché en attendent, évidemment. C'est sûr que Trump s'était positionné très favorablement sur l'écosystème crypto. Après, bon, est-ce que ce sont de réelles convictions ou des promesses de campagne? Bon, j'ai ma petite idée sur la question, mais je la garderai pour moi. En tout cas, bon, voilà ce qui se passe. Donc là, bah, ça y est, hein, la trendline, là, on peut acter, si je suis en daily, qu'elle a été non seulement cassée, mais qu'en plus, on a eu une acceptation, c'est-à-dire des clôtures au-dessus de la trendline. Ça, d'une part, oui, effectivement, mais également en daily. Là, cette fois-ci, je vais aller sur le CME. En daily, en weekly, on a eu une clôture nette et franche au-dessus de l'ancienne ATH, donc qui était à 73 881. Bon, là, donc, il n'y a pas à tergiverser. Hein, là, on a bien un break. Et surtout, on a ici, on voit bien un market structure shift et un displacement. Alors maintenant, il est bien évident qu'il va falloir être extrêmement attentif à l'action du prix là où on est arrivé. C'était une remarque que j'avais faite auprès d'un membre du salon VIP, hein, c'est-à-dire que suite à une consolidation, une expansion, on se retrouve maintenant dans une situation de distribution, et ce qu'il va falloir notamment observer, c'est la force de cette distribution, en d'autres termes, la dynamique vendeuse ici qui va s'opérer. Donc il ne faut pas oublier que il y a quand même un certain nombre de personnes qui s'étaient positionnées au nouvel ATH, hein, ce qu'on appelle les traders de break, hein, c'est-à-dire ceux qui attendent que des niveaux soient breakés pour se positionner. Il y en a un certain nombre, probablement les moins expérimentés, qui se sont dit, ça y est, nouvel ATH, j'achète. Et ces gens-là ont été en souffrance depuis mars 2024. Et depuis mars 2024, ils ont quand même, ceux qui se sont positionnés à cet endroit, accusé un drawdown de 35%. Donc en règle générale, en tout cas pour les moins expérimentés, la première réaction que l'on va avoir, qu'ils vont avoir, ça va être comme une sorte de soulagement à pouvoir ici récupérer l'argent qui a été bloqué pendant toute cette période. Donc ça génère évidemment une force vendeuse. Donc là, je suis en daily. À présent, si je passe en 1 heure, voilà ce qu'on peut observer. Et notamment ici, sur cette zone, la constitution d'un breaker, sur cette bougie. En termes d'action du prix, c'est vrai que les breakers en 1 heure se sont souvent révélés très judicieux. On voit ici qu'on a eu un retest, un premier retest là, suite à ce break. Donc je ne serais pas du tout inquiet, on va dire, que ce breaker soit retesté. Je ne serais pas non plus du tout inquiet que cette zone ici, je vais la noter, entre cette mèche, que cette extension de zone ici soit retestée. J'aimerais quand même qu'il y ait un gap qui reste ouvert. Alors hier, enfin pas hier, mais en début de semaine, j'en ai parlé sur le CME, je vous avais indiqué qu'il y avait une zone, là c'était en daily, que je souhaitais voir rester ouverte. En l'occurrence, c'est pas sur cette zone que ça s'est fait, mais c'est en dessous. Voilà. Si vous regardez par le passé, les impulsions significatives qui ont mené à une réelle expansion, souvent laissent derrière elles, en début de chemin, une zone ouverte. Ça ne veut pas dire qu'elle ne va pas être retestée, mais pas dans l'immédiat, si c'est le cas évidemment. Donc voilà, c'est ce qui est observé. Ce que je note, alors, moi je suis sur les contrats à terme sur Bitcoin, c'est que sur les contrats à terme sur Bitcoin, l'ancien ATH à 78 960. Donc pour l'instant, cet ATH ici sur les contrats à terme sur Bitcoin, il a pas encore été fait. Bon, ça c'est un autre sujet, ce qui fait que malgré tout, on a encore sur les CME un point d'attention qui va peut-être faire aimant. Je reviens sur Binance. À présent, ce qu'il va bien falloir observer, c'est plus en termes de narratif, c'est-à-dire que dit le marché, que disent notamment les réseaux sociaux sur ce qui est en train de se passer ici. Et c'est sûr que la dynamique ne va pas être la même si il y a un consensus global sur ça y est, on va au 100K. C'est vrai que c'est des choses que j'entends déjà un petit peu. Entre ça et une phase plus ou moins de déni, mais là c'est encore un peu tôt. Cette phase de déni, on pourrait l'observer si on a justement
quelque chose qui devient un peu baissier. Une tendance en H1 notamment qui pourrait commencer à inquiéter. Je m'explique, je vais revenir à ce qui s'est passé en juillet 2021. Pour ceux qui étaient déjà là sur le marché, peut-être qu'ils s'en souviennent. Alors, voilà juillet 2021. On a eu donc, suite à l'ATH d'avril 2021, on a eu un gros retracement de quand même 55%. Et ensuite, on a eu une longue phase de consolidation, une phase qui a été quand même assez épuisante pour le marché, qui a duré donc de mai jusqu'à juillet. Et plus cette phase a duré, plus on a commencé à entendre la cryptosphère notamment qui appelait à des retests à des prix plus bas. Donc ils s'attendaient à ce qu'on reteste les 25 000. Certains nous parlaient des 20 000 de l'ancien ATH de 2018. Et d'autres commençaient à nous parler même à des niveaux encore plus bas. Et on a eu une phase très impulsive qui a laissé un petit peu tout le monde sur le carreau. Et sur cette phase-là, on a pu observer quand même un climat d'incrédulité. Et pourtant, on la voit ici. Hein. Vous voyez cette zone-là ici d'impulsion qui laisse des imbalances derrière elle. On en a une ici également. Et on en a une ici également. Et donc, le marché a mis quand même un certain temps pour accepter qu'on redevenait haussier. Mais la phase un peu irrationnelle, et je me souviens, je ne vais pas vous dire lesquels, mais je me souviens de youtubeurs crypto très influents qui ont commencé à me dire « ça y est, on a break le nouvel ATH, l'ancien ATH va devenir une zone de support, et tous ceux qui ne se sont pas positionnés ici vont entrer en phase de souffrance parce qu'ils vont voir le marché partir sans eux. » Voilà. Et après, c'est ce qui s'est passé, hein. Novembre, la distribution, et c'est là qu'on a engagé une longue phase, alors cette fois-ci réellement très longue, parce que cette fois-ci, elle aura duré donc de novembre 2021 à novembre 2022. Elle aura duré 1 an. Et là, les gens, notamment ceux qui se sont positionnés ici, ils ont mis très longtemps à comprendre et à accepter qu'on était rentré dans une phase baissière. Donc il y a toujours comme ça, notamment de la part de ceux qui sont moins expérimentés, mais y compris même ceux qui sont expérimentés d'ailleurs, hein, une phase d'incrédulité, une phase de déni, une phase d'incompréhension, et on met tout un moment à réaliser ce qui se passe. Donc il ne faut pas oublier que tous ceux qui étaient dans le déni, qui s'étaient positionnés sur cet ATH, le break de cet ATH de avril 2021, et bien certains sont restés engagés sur le marché pendant donc du novembre 2021 à mars 2024. Et voilà ce qu'on a observé ici. Une longue phase de consolidation avec évidemment dans cette zone tous ceux qui s'étaient positionnés ici et qui ont poussé un ouf de soulagement et qui se sont dit ça y est, je vais enfin pouvoir récupérer mes liquidités. Et ensuite, ça nous a emmené vers la phase de laquelle on vient de sortir, enfin en tout cas j'espère que c'est le cas, qui a duré cette fois-ci de mars 2024 au nouveau break à octobre 2024. Donc à présent, avant même de penser à ce que ce break va pouvoir générer, là, moi je considère qu'on est dans l'épilogue de toute cette phase. Donc l'épilogue de toute cette phase, ça va être quoi? Est-ce que ça va simplement être un retest de cette zone, celle que je vous ai indiquée? Dans un premier lieu, celle-ci, ce breaker H1, cette inefficience ici qui nous ramènerait vers les 71 500 à peu près, ou est-ce qu'on est sur un simple événement de liquidité, un mouvement de manipulation qui pourrait nous ramener vers des plus bas? Et ça, on peut absolument pas le prévoir, le prédire. C'est vrai que la saisonnalité, le halving, les élections américaines, il y a quand même beaucoup de facteurs qui plaident en la faveur de nouveaux plus hauts. Mais c'est vrai que le narratif ici va être vraiment, vraiment très important. Et ce narratif, il va, je pense, évoluer très rapidement en fonction de ce que le prix va nous montrer là dans les jours prochains. Faut pas oublier que cette semaine, aujourd'hui, on a le FOMC, donc ça pourrait être un événement déclencheur, évidemment. Et la semaine prochaine, on a le core CPI, on a le core PPI. Voilà, on a une semaine assez chargée quand même en termes de news économiques. C'est vrai que statistiquement, les mois qui ont suivi, on parle de la fameuse période des 100 jours, hein, les semaines et les mois qui ont suivi les élections américaines ont plutôt été haussières. Maintenant, faut quand même pas oublier de quoi on sort. Hein. Voilà, où on en est sur le Nasdaq notamment, si je mets ici en weekly. On sort déjà d'une phase qui est quand même très très impulsive. Mais bon, après, ça reste le Nasdaq qui par définition, qui endémiquement on va dire, reste haussier, hein, si on prend un peu de recul. De toute façon, c'est un indice qui est fait pour monter. Quand vous connaissez la constitution de ces indices, que ce soit le Nasdaq, le SP500 ou le Dow Jones, il est constitué de valeurs qui sont justement sélectionnées pour ce caractère-là, ce caractère haussier. À partir du moment où ces indices commencent à retracer et à baisser, ça veut dire que là, on est sur quelque chose de systémique où même les meilleures valeurs,
les valeurs les plus performantes sont en souffrance. Et là, on voit qu'actuellement, c'est pas du tout le cas. C'est absolument pas le cas. Voilà en monthly, en weekly, et voilà ce qu'on peut observer en daily. Donc maintenant, tous ces anciens sommets, ici, sont des zones qui sont appelées non seulement à être retestées, mais à faire support pour éventuellement aller vers des plus hauts si c'est l'avenir de ces indices, des Riscon notamment, et bien évidemment de Bitcoin. Maintenant, si on observe un peu ce qui s'est passé par le passé justement, lors de ces phases de distribution, je reprends novembre 2021, on a eu le break du nouvel ATH, on a eu un léger retracement, mais au moment où c'est arrivé, je peux vous garantir que c'était pas considéré comme léger parce que c'était quand même 15%. On a eu un retest de la dernière inefficience qui a été laissée par cette impulsion, mais celles qui ont été laissées bien avant pour l'instant, ont été laissées en l'état. On voit qu'ici, on a bien eu ces breakaway gaps ici. Là. Ici, on a eu une phase de consolidation qui a duré d'octobre 2021, qui a duré à peu près 2 semaines, 21 octobre au 6 novembre. Vous voyez, 2-3 semaines. Ensuite, on a eu une nouvelle expansion, une nouvelle distribution, et c'est là qu'on a eu ce gros retracement. Je ne dis pas du tout que c'est ce qui va arriver, mais c'est ce qu'il va falloir observer. Et notamment, on voit ici en 2021 qu'on a eu là cette impulsion. Et que cette impulsion, à partir du moment où le prix est venu l'invalider, et on a eu ici la création d'une IFVG sur cette zone. Voilà, donc l'IFVG, elle est ici, je vais la noter. Là, on peut commencer à dire que ça pue. Et ici, on était complètement en phase de déni et d'incrédulité. Je m'en souviens bien, j'étais là. Voilà, tout le monde se disait, bon, allez, ça va, on va venir retester ici cette zone et puis on va repartir vers les plus hauts et on sait ce qui s'est passé après. Voilà, donc c'est ça qu'il va falloir observer et sur lequel il va falloir vraiment être extrêmement attentif pour ne pas se faire piéger par le marché. Mais en tout cas, dans cette zone-là, donc à partir du 20 octobre, on va regarder ce qui s'était passé sur notamment Ethereum. Alors, on était ici. Voilà ce qu'a fait Ethereum juste après. Grosse phase impulsive et après, Ethereum a suivi le reste du marché. On va aller voir, si je me souviens bien, on va aller voir du côté des mêmes coins, Shiba. Donc ça, c'est pendant la phase de consolidation de Bitcoin. Et ce qu'on observe de façon quand même assez récurrente. Voilà, octobre, voilà ce que nous a fait Shiba. Et ça, c'est pendant la phase de consolidation de Bitcoin. Ici, Shiba, il a fait, si je me pars du 19 octobre, il nous a fait un 220%. Si je prends Doge, 20 octobre, on était là, il nous a fait un plus 40%. C'est honorable mais pas incroyable. Si je regarde sur Avax, 19 octobre, on est là. Voilà ce qu'Avax a produit pendant cette phase de consolidation de Bitcoin. Et il nous a fait un 175%. Bon, je crois que vous voyez où je veux en venir, c'est que lors de ces phases de distribution sur Bitcoin, suite à ces phases de distribution plutôt, on rentre souvent dans une période de consolidation et que c'est assez souvent dans ces périodes de consolidation que les alts vont venir s'exprimer. Et là, ce qu'on peut observer actuellement, si je reviens sur Bitcoin aujourd'hui, on est ici et il y a quelque chose qu'on peut commencer déjà à observer en 1 heure, un retracement. On vient retester ici cette zone. Moi, je ne serais pas du tout qu'on vienne retravailler ici vers les 73 000, entre les 73 000 et les 71 500, qu'on consolide un peu et qu'on ait une petite fenêtre où les alts puissent s'exprimer. Bon, si c'est pas comme ça que ça se passe, c'est pas très grave, mais c'est ce que j'entrevois là dans cette dynamique. Et cette dynamique pourrait éventuellement durer quelques jours, notamment pour laisser aussi le temps au marché d'exprimer, de digérer les news échos qui vont arriver. Les news échos pourraient même être un peu stressantes pour le marché, de sorte à ce que dans la cryptosphère, on commence à se dire, c'est terminé, on va les retester des plus bas. Et le marché a besoin de cette phase de déni, de cette phase de déni et d'incompréhension pour prendre du jus, parce qu'il faut qu'il y ait une force vendeuse, évidemment, pour que le marché puisse aller plus haut. S'il y a que de la force acheteuse, la punition, elle arrive, en règle générale, assez rapidement. Et là, je parle évidemment parce que on sait bien aujourd'hui que les marchés dérivés, les marchés futurs ont un réel impact sur leurs sous-jacents. Donc voilà ce qu'il va falloir bien observer dans les jours qui viennent. Donc évidemment, ce que je viens de faire là, moi je vous invite à le faire également chez vous sur votre charte. Même si ça reste très empirique, il s'agit d'observer ce qu'a fait le prix par le passé au moment d'événements similaires à celui qu'on est en train de connaître actuellement. C'est-à-dire de nouveau plus haut, la réaction du marché, la réaction de la cryptosphère, le narratif autour de ça, et puis essayer d'en tirer des enseignements qui pourront éventuellement vous servir pour être profitable sur les marchés. C'est sûr que là, ici, on est
dans des localisations qui sont quand même assez inconfortables pour se positionner parce qu'on est sur des plus hauts. Donc, et on voit bien que à chaque fois, un nouveau plus haut, si je me mets en weekly, à chaque fois, des nouveaux plus hauts ont généré des retracements plus ou moins profonds. Donc c'est vrai qu'après, je sais bien que je m'exprime à différentes catégories de personnes. Je m'exprime à ceux qui ont un peu d'expérience, qui sont là sur les marchés, qui ont même peut-être déjà vécu un bull run, et puis ceux qui arrivent là, qui connaissent pas bien l'écosystème. Donc ceux qui ont déjà un peu d'expérience, commencent à comprendre comment ça se passe ou comment ça peut se passer. Ceux qui en ont moins, je vous invite notamment à être extrêmement attentifs à ce que vont pouvoir vous dire les influenceurs, notamment les influenceurs crypto. Moi, je me considère pas du tout comme un influenceur, je suis un trader et je partage un peu de mon expérience, et notamment sur les motivations qu'ils peuvent avoir à vous partager les fameuses nouvelles pépites qui vont faire x100, x200 sur le prochain bull run, parce que la plupart du temps, je vais pas non plus généraliser, mais ils ont des bagues justement à distribuer, et souvent quand ils vont vous proposer ce genre de pépites, c'est que eux-mêmes ils se sont déjà positionnés bien avant, voire même parfois ils ont des accords commerciaux avec des projets crypto, ils ont des prix extrêmement intéressants, ils font une vidéo, ça va générer, s'ils ont une bonne audience, beaucoup d'achats, et c'est eux à ce moment-là qui vont revendre. Ils vont même pas attendre que le prix fasse quoi que ce soit, ils vont profiter de l'effet d'annonce pour qu'on appelle chiller leur bague. Et donc des influenceurs comme ça, il y en a beaucoup. C'est vrai que moi, quand je suis arrivé dans les cryptos en 2018, j'ai eu de la chance. J'ai eu beaucoup de chance parce que je suis arrivé à un moment, et je le savais pas à l'époque, qui était idéal. Moi, j'ai acheté mes premiers Satoshi à un moment qui était vraiment inespéré, et je le savais pas. La chance du débutant. Et puis, ce qui m'a permis de faire de gros multiples sur Bitcoin notamment, mais également sur Ethereum, à l'époque sur XRP, et puis un peu plus tard, c'est vrai que je suis arrivé au bon moment. C'est également la chance du débutant sur Solana, sur NIR, sur Avax notamment, sur Zilliqa, sur certains projets comme ça, où je commençais à savoir à peu près ce que je faisais, mais j'en étais pas où j'en suis aujourd'hui. Et bon, j'ai eu beaucoup de chance. Mais j'ai aussi perdu pas mal de billes en faisant confiance et en écoutant certains influenceurs qui m'ont fait miroiter des gains qui étaient probablement pas suffisants pour moi avec l'expérience que j'avais du marché crypto à l'époque, et qui aurait dû l'être pourtant. Et c'est vrai que je me suis engagé sur des projets sur lesquels j'aurais pas dû m'engager, parce que je connaissais pas bien l'écosystème, et surtout je connaissais pas bien la dynamique de l'écosystème crypto, comment est-ce que les capitaux circulent d'un projet à l'autre. Mais c'est vrai que en règle générale, on va voir d'abord Bitcoin, ensuite on va voir Ethereum, puis les blue chips. Et c'est vrai que cette dynamique, elle a quand même évolué, parce que maintenant, à travers ça, c'est pas forcément la technologie qui va avoir de l'importance, mais c'est le narratif. Et c'est vrai que les projets qui ont vraiment compris comment surfer sur cette question des narratifs, c'est l'écosystème des meme coins. Voilà, c'est pas pour rien que c'est souvent sur cet écosystème-là, enfin c'est pas un écosystème, c'est un secteur, on va dire, qu'il y a de grosses impulsions parce que ils savent bien travailler le narratif de ces projets, et c'est souvent c'est fun, il y a des visuels qui sont très attirants, notamment pour la jeune génération. Mais à travers ça, après, il va y avoir une sectorisation de l'univers crypto avec notamment les L1, les L2, etc. Et puis les narratifs, notamment, on le sait bien, l'IA, la tokenisation du réel. On va avoir le secteur des pins, etc., etc. Je vais pas vous faire une longue présentation de tout ça. Il y en a qui le feront certainement bien mieux que moi. Voilà, donc tout ça, ce sont des choses à observer. Ce qu'il faut bien se dire, c'est qu'il y a deux choses qui sont très compliquées sur l'écosystème crypto. C'est d'abord de savoir se positionner, et notamment être capable d'acheter le sang. C'est ce que font notamment les botlim. Ça, c'est une partie. C'est une chose, c'est-à-dire qu'on va se positionner, on va gérer son risque, on va comprendre ce qu'on accepte de perdre ou pas sur un engagement. Mais c'est presque pas la chose la plus difficile. La chose la plus difficile ensuite, ça va être de savoir à quel moment il va falloir prendre ses profits d'une part, et à quel moment il va falloir comprendre ce qui est en train de se passer et comment les capitaux circulent. Voilà. Et là, on arrive à ce moment-là. On va arriver à un moment qui va être assez difficile à manœuvrer. Et j'allais dire pour ceux qui n'ont pas beaucoup d'expérience, mais même ceux qui ont de l'expérience, en fait. C'est pas une phase qui est très facile, parce que on sort quand même d'une longue période de souffrance, d'interrogation, et elle n'est pas terminée, cette période évidemment, mais on sort quand même de plus d'un an de souffrance temporelle, on va dire. Donc ce qui va se passer ici, évidemment, est très important. Donc
Si j'observe des choses, évidemment, je referai une petite vidéo. Là, c'est vrai que c'était une vidéo un petit peu à part. Ça reste un market review, mais c'est plus un market review que j'aurais pu mettre dans un weekly review parce que c'est un peu une vision assez globale. Je suis pas en train de vous dire comment vous positionner aujourd'hui. Si j'avais un conseil à vous donner, d'ailleurs, ce serait celui de ne pas vous positionner aujourd'hui parce qu'il y a le FOMC. Donc ça, c'est évident. Après le FOMC, notamment au moment de la Silver Bullet, c'est-à-dire à 16h heure française et 10h heure de New York, il y a souvent des opportunités qui peuvent être prises. Donc ça, il faudra regarder ce qui se passe à ce moment-là. Et puis la semaine prochaine, pareil, on va avoir une fenêtre où il y aura probablement des opportunités. Lundi, je me méfie des lundis, moi, en règle générale, mais pourquoi pas. Mais par contre, lundi, oui, il y a certainement des choses qui vont pouvoir être faites. On sera probablement dans une phase de consolidation avec un peu de seek and destroy, mais le seek and destroy, on sait que ça peut générer malgré tout de la volatilité dont on peut profiter. Mais après, le reste de la semaine, la 13, 14, 15, il va falloir faire attention également. Bon, je m'arrête là, j'espère que ça vous sera utile. Comme toujours, en description, les liens, tous les liens pour venir nous rejoindre, pour venir rejoindre le copy trading, le salon VIP. N'hésitez pas également à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas, à activer la cloche des notifications, ça me fera toujours plaisir. Et à poster un commentaire si vous avez des questions et si vous n'êtes pas dans le Discord, les commentaires en règle générale, je les lis et j'essaye d'y répondre.